Tout ce qui nous entoure, c'est du monde transformé en autre chose. Et l'humain, il fait jamais rien d'autre que ça, transformer du monde en autre chose. Et pour ça, il y a les lois naturelles qui lui rappellent qu'il a besoin de monde et d'énergie, de ressources et d'énergie. Et d'un coup, il s'affranchit des lois de la nature, c'est-à-dire il considère qu'il n'y a plus la nécessité d'avoir des ressources et de l'énergie pour fabriquer le monde, pour fabriquer du monde et avoir sa remédiation technique à la souffrance. Il considère que ça peut être infini et il met en place les lois de l'économie à la place des lois de la nature. Et les lois de l'économie, ça va être justement de s'affranchir de l'idée même de ressources et d'énergie pour aller vers une idéologie capitaliste. C'est l'idée que finalement le but va plus être la pérennité, le but va être l'augmentation de la rotation de capital. Et d'un coup, plus je fais accélérer la rotation de capital, plus je peux augmenter mon profit. Je détruis et je peux recréer à partir de ça, qui est répété ad nauseam dans toutes les écoles d'ingénieurs et toutes les écoles de commerce et toutes les écoles d'administration. Mais en oubliant complètement que derrière est adossée normalement la loi de la nature. Il faut des ressources et de l'énergie. Et donc on rentre dans un système qui paraît se suffire à lui-même, qui est le système économique, mais qui en fait est en prédation maximale sur le monde, puisque cette rotation accélérée de capital, elle est toujours basée sur prendre de plus en plus de ressources, prendre de plus en plus d'énergie. Et elle est basée dans la façon dont elle compte, l'outil de mesure qu'on va mettre en place pour jauger de la richesse, va être justement, est-ce que j'accélère la rotation de capital et la monétisation, la convention de monétisation de cette rotation de capital. Il se trouve que on va arriver au bout de ce système jusqu'à des opérateurs économiques qui arrivent à dire « Ah, mais si je sais faire une machine à laver éternelle, mais si je mets une petite pièce qui casse au bout de 15 000 cycles, je peux t'en revendre une. » Et donc, on est dans un système d'autodestruction du monde accéléré. Et finalement, le PIB, la variation de PIB par tête d'habitant, ce qu'on appelle la croissance annuelle ou la récession, c'est la mesure de la vitesse de destruction du monde. C'est pas une mesure de la richesse, c'est une mesure de la vitesse vers le mur. C'est l'industrialisation intégrale de la transformation de la matière. Et pas seulement de la transformation de la matière, mais de la transformation culturelle et de la fabrique de l'art, par exemple, ou des biens culturels. Qu'on va mettre en place des process de production et de consommation de biens et services, process eux-mêmes évalués, mis dans des critères qualité, etc. Donc une norme ISO 9002, ISO ce que tu veux, etc. Qui à la fin aboutit à un process zéro défaut de production et de consommation. Et ça, c'est vrai dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on part de la chaîne de dépeçage à Chicago et il crée la bourse de la viande. C'est le début de la spéculation sur les biens alimentaires, ce qui est un truc qui n'était pas venu à l'idée de l'humain avant, de commencer à spéculer sur le fait de pouvoir bouffer. Et il crée la chaîne de dépeçage, c'est-à-dire comment à partir d'un porc, on arrive à faire des saucisses, le tout dans une machine comme dans Chicken Run, tu vois. En utilisant tous les outils de la science, effectivement, d'optimisation scientifique et rationnelle, c'est le règne des marchands et des ingénieurs qui est consacré. Finalement, toute l'idéologie industrielle, elle va être là, et on la retrouve dans les temps modernes de Chaplin. Et il y a une grande souffrance, en fait, de la classe ouvrière, avec l'idée même de la lutte des classes chez Marx, etc. Ça va aboutir au canut, aux révoltes du ludisme, etc., c'est-à-dire les machines qui remplacent les humains progressivement. Et les humains qui se retrouvent vidés de sens, en fait, réifiés, mis dans une position de chose, plus que des agents de la machine. Et ça, c'est toute l'idéologie industrielle. Et en fait, on n'en est pas sorti. Le XXe siècle n'est que l'aboutissement de tout ça, et l'aboutissement idéologique aussi. C'est-à-dire que actuellement, dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs et les écoles d'administration, on explique que le fin du fin, le bout du truc, et vous l'entendez en permanence dans le discours du président, c'est la disruption. Il faut être disruptif à tout prix. Il faut couper l'herbe sous le pied à ce qui existait avant, effondrer les régulations telles qu'elles étaient explicites pour mettre en place un nouveau système. Parce qu'on est enfermé dans les carcans trop étroits, réactionnaires du passé. Il faut tout casser pour pouvoir reconstruire, refonder, réédifier, etc. Donc vous avez les qui reviennent dans tous les discours. Cette industrialisation de la fabrique des choses, elle est aussi vraie en santé, elle est aussi vraie dans la culture, elle est aussi vraie dans plein de secteurs. En fait, ça n'est pas que pour fabriquer des objets. Et donc, moi, j'ai assisté à une conférence de sociologie du travail créateur dans une chaire d'un type qui s'appelle Pierre-Michel Manger, il y a une dizaine d'années maintenant, au Collège de France, et où il y avait un invité qui était un professeur d'économie de la santé à Paris-Dauphine. Et il commence sa conférence comme ça sur l'évaluation en santé. Il commence par dire « Nous sommes là », sous-entendu la HAS, le système de santé,
pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un système de production et de consommation de biens et services de soins de santé évalués, normalisés et rationalisés. Waouh. Donc là, tout est dit, si vous voulez. À partir du moment où la personne qui est en charge du devenir du système se met là-dedans, et ben, en fait, il vous explique quel est le chemin. Le chemin, c'est de détruire l'artisanat pour aller vers un système où finalement les agents du système de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, personnels qui font le ménage, etc., ne sont plus que des rouages, en fait, des rouages prolétarisés. Les gens qui maîtrisent le système, et les gens qui maîtrisent le système, bah, c'est les ingénieurs et les marchands, on en reparle, et ben, ils vont toujours vous prendre de vitesse. Et donc, vous n'êtes pas capable, vous êtes toujours court-circuité, en fait. Et à partir vous êtes disrupté. Et à partir du moment où vous êtes court-circuité, vous n'êtes plus capable de savoir où vous voulez aller. Vous n'êtes plus capable de savoir vers quoi vous tendez de bien commun. Vous êtes juste là pour vous mettre en conformité. Et en fait, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans le système de santé, on va avoir des normes HAS, autorités de santé, qui vont changer chaque année. On va avoir sans cesse des directives nouvelles. Ce qui fait que vous êtes tenu de vous mettre en conformité. Mais à la fin, vous savez même plus ce que vous voulez faire. C'est pareil dans l'éducation. Si vous demandez aux professeurs et aux instituteurs, ils n'auront pas forcément les mêmes mots que moi. Mais ils vont dire, je ne sais plus pourquoi je fais ça, et le rectorat d'académie passe son temps à changer les programmes, etc. Et on n'a même plus le temps. Et en fait, ceux qui veulent continuer à créer quelque chose, ils s'en vont. Ils vont créer leur école Waldorf, Steiner, Montessori, démocratique, Freinet, ce que vous voulez, alternative, mais ils se tirent. Mais donc la disruption, c'est un système de court-circuit systématique de votre capacité de penser le monde, qui fait que vous devenez en fait un agent des gens qui, eux, savent ce qu'ils veulent et qui sont souvent ceux qui maîtrisent la technique. L'exemple, c'est dans la technique. Si je vous mets dans les mains tous les 6 mois un nouvel objet technique, vous n'allez pas être capable de rêver ce que vous voulez faire avec l'outil. C'est moi qui vais vous donner l'outil et qui vais vous dire ce que vous devez en faire. C'est typiquement avec les téléphones. Le téléphone, voilà, à la fin, un enfant de 3 ans est capable de glisser ses doigts, etc. Mais à la fin, réfléchissez bien. Vous n'êtes pas capable de savoir si vraiment vos enfants doivent avoir ou non un iPhone ou un écran ou quelque chose. En tout cas, c'est pas vous qui décidez. C'est même pas le groupe social. C'est pas la famille. C'est pas le groupe politique. C'est Google, c'est Apple, c'est Amazon, c'est Facebook. Donc, ça veut dire que c'est les tenants de la technique qui passent leur temps à court-circuiter votre capacité à avoir ce qu'on appelle des protensions collectives positives. Protension, c'est ce à quoi vous tendez. Collectif, c'est ensemble. Positif, c'est chouette, c'est ça le bon chemin pour nous, quoi. Dit autrement, ça veut dire que vous n'avez plus d'idéal commun positif. Vous n'avez plus qu'une tentative de survie individuelle. Et donc, il n'y a plus rien qui unit le nous. Ça disloque le nous, en fait, en individu, en monade juxtaposée. Ça, c'est l'école de Francfort, en fait. Adorno, Horkheimer, etc., des penseurs allemands qui ont travaillé là-dessus sur la postmodernité. Et ben en fait, vous pouvez plus rêver le bien commun. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la protension collective négative. C'est-à-dire, on est tous d'accord que c'est la fin du monde. Vous êtes absolument court-circuité en permanence par les ingénieurs et les marchands qui maîtrisent la technique et qui passent leur temps à vous prolétariser en vous court-circuitant sur votre capacité à gérer la technique. Et donc, qui est-ce qui va décider du destin socioculturel? Qui est-ce qui va décider des règles communes? Celui qui maîtrise la technique. Celui qui va plus vite que vous. Google, Amazon, Facebook, Microsoft. C'est leur projet. C'est notre projet. Donc l'idée, c'est que voilà, on est disrupté en permanence, on est prolétarisé, on devient des agents du système, et à la fin, vous prenez un médecin, par exemple, aujourd'hui un interne. C'est un bon interne s'il est intelligent, courageux, et qui cherche le bien de ses patients. C'est un bon interne s'il est docile au protocole. Vous avez transformé l'ouvrier en salarié. Le salarié, vous l'avez transformé en quelque chose d'inutile, ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est David Graeber. Ces gens-là, ils sont malheureux en fait. Et donc, ils finissent soit par se tirer quand ils ont 40 ans pour faire leur boîte, soit être boulanger bio avec beaucoup de graines dans le pain et voilà. Mais après avoir fait 15 ans d'études, il y a une petite errance sur le chemin, quoi. Après les bullshit jobs, il y a vraiment l'idée que si votre travail n'est que un protocole algorithmique de gestion de data, effectivement, vous pouvez être remplacé par une machine qui fera même mieux que vous, à la fois dans le champ de la praxis, c'est-à-dire la pratique de soins, et à la fois dans le champ de la création du savoir. Ce phénomène disruptif dont je vous parle est à l'œuvre et a amené à la duplication numérique du monde et la gestion algorithmique du big data. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la fabrique du savoir, on part de vieux maîtres, les mandarins, qui ont vu des patients
qui vous disent, moi, j'en ai vu 5 comme ça, passe comme ça. Et vous sont le disciple dans un savoir transmis de manière académique, au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire vous êtes avec un maître qui vous donne ensuite un savoir. Vous allez dire, ah, il me dit ça. Et puis le semestre d'après, vous allez aller en face, et puis l'autre, il va vous dire autre chose. Chacun va dire la messe. Vous allez dire, c'est des mandarins. Et chacun va dire la sienne, de manière artisanale. Et puis au moins, ces gens-là, ils avaient vu des malades. C'est des vrais docteurs. Et puis on a dit, non, non, ce truc-là, c'est pas valable. Il faut qu'on invente un outil scientifique, statistique, à dire la vérité qui soit beaucoup plus fiable. Parce que la vérité des mandarins, ma foi, ouais, en face, il dit ça, et puis là-bas, il dit ça. Alors, qu'est-ce qui est vrai, quoi? Donc, on a mis en place ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, qui est l'idée de prendre des séries statistiques où je prends un traitement A versus un traitement B, et je regarde si les patients sont bien tous les mêmes, liés au fruit du hasard, je les ai randomisés entre les deux groupes, et qu'ensuite, il n'y a que A et B qui diffèrent l'un de l'autre entre les deux groupes. Et puis ensuite, je vais comparer le résultat du critère principal de jugement. Par exemple, je vous donne un antihypertenseur dans chaque cas, je vais comparer la tension. Et puis, je vais regarder, est-ce que c'est statistiquement différent? Et puis au départ, j'ai mis une règle du jeu, j'ai mis si cette différence, elle est liée au hasard à moins de 5%, je vais conclure, ouais, c'est vraiment différent. J'ai mis une règle du jeu, quoi. Ce truc-là, donc les tests d'hypothèse, randomisés en l'occurrence, mais il y a d'autres types de tests et d'autres façons d'utiliser c'est l'idée que le fil à couper le beurre de la vérité serait un fil à couper le beurre statistique, méthodologique statistique. Et là, on va aboutir à un système industrialisé de création du savoir. C'est-à-dire qu'on va faire toujours les mêmes études, selon toujours les mêmes protocoles, en évaluant toujours les mêmes choses, et puis on va aboutir au même problème que le système industriel. C'est-à-dire que les gens qui sont en charge de faire le système, en fait, sont les agents du système, les chercheurs, etc., sont prolétarisés. Ils sont eux-mêmes finalement pilotés par le système. Ils vont toujours faire un petit peu plus de la même chose. En plus, ce système a toutes les subversions des systèmes humains. C'est-à-dire que finalement, il va être tous aussi sensible à la corruption, à la volonté de puissance. Donc vous allez avoir, in fine, des gens qui font toujours un petit peu plus de la même chose, et pas pour soigner les gens, ni pour comprendre, mais parce que pour leur épreuve de titre, pour devenir professeur. Parce qu'ils sont avec tel labo, et pour nourrir leur labo de recherche, il faut bien qu'ils fassent une étude un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Parce qu'ils passent leur thèse pour les internes. Vous allez choisir des méthodes statistiques qui servent votre projet. Et finalement, vous arrivez à un truc complètement corrompu, de manière interstitielle. Comme Google s'est introduit dans votre vie, la corruption va s'investir dans ce système-là. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un biais d'ego. Ça fait du bien de voir son nom inscrit dans PubMed, dans Science ou dans le New England Journal of Medicine, quelle que soit la merde que vous ayez publiée. En fait, j'ai fait un New England, en fait. Donc, il y a un biais là qui est trop humain, si vous voulez, trop humain, quoi, de juste exister aux yeux de sa communauté. Vous allez pouvoir commencer à parler dans les conférences de consensus, avec votre société savante, etc. Et donc, ouais, il y a un peu de problème de rançon d'ego là, de gens qui sont en train de vouloir faire plaisir à papa ou soit de travailler sur le surmoi ou des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité d'un coup de corruption systémique par ceux qui vont bénéficier du système. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mettre en place toute cette machinerie de création d'études scientifiques, ça coûte cher, c'est compliqué. Et donc, ça va être l'apanage de quelques centres. Et de quelques centres qui ont des liens avec les laboratoires, puisque l'argent public vint à manquer. Et donc, les laboratoires vont être finalement la condition sine qua non. Et là, c'est ce que répondront beaucoup de scientifiques en disant « Ouais, t'es gentil avec ton discours sur les labos. » Mais nous, on en a besoin, en fait, pour pouvoir travailler. Et effectivement, aujourd'hui, on a rendu dépendant des laboratoires. Et sans même s'en rendre compte, les laboratoires pilotent ce à quoi vous allez en arriver. Ils les pilotent comment? Parce qu'ils financent des gens qui sont connexes avec leur idéologie. Ils financeront pas des fouchés qui veulent travailler sur le low-tech. Moi, je trouve pas un rond, quoi. Quand je veux travailler sur des trucs, des espèces de pirouettes de bon sens, des espèces de permaculture en médecine, y a pas un rond, quoi. Par contre, si j'arrive et que je dis je veux développer une application sur un iPhone, etc. Oh, waouh, ah ouais, super, génial. Là, tu as tout ce que tu veux. Tapis rouge. Donc, il y a ce biais aussi là de comment est financé le système et comment les gens se mettent dedans. Donc, on arrive à l'aporie, encore une fois, de la corruption du système qui peut dire tout et son contraire, jusqu'à ces patrons du Lancet et de New England Journal of Medicine. Comme la médecine basée sur la preuve tombe, en fait, en termes de capacité à dire le vrai,
apparaît autre chose. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, c'est qu'en 2008, je crois, ou 2010, paraît dans Science une étude sur Google Flu Trends. C'est une application Google pour essayer de prédire les épidémies de grippe. Et où les auteurs disent, finalement, avec les occurrences de mots-clés dans la barre de requête Google, on est capable, mieux qu'un institut d'épidémiologie, de dire quand est-ce qu'il y aura une grippe et comment elle va se passer. Et là, waouh, ça veut dire que la capture des datas, leur interprétation algorithmique, donnerait une interprétation du monde qui serait meilleure que celle qu'on avait jusqu'ici. D'un coup, la capture du big data et son interprétation algorithmique et cette capacité finalement des grandes majors de l'information à indexer de la donnée, comme un bibliothécaire, vous êtes capable de dire comment est le système à un instant T. Et vous êtes capable de le dire parce que vous avez pris de manière totalisante la data. Si vous aviez que 3 voitures connectées à Waze, ça vaudrait rien. Ça ne marche que parce que tout le monde est connecté. Et ça, c'est la prétention de capture totalisante de la data. Duplication totalisante numérique du monde. C'est-à-dire une capture par toutes les surfaces du réel de la data. En continu, en permanence. Ça prétend ensuite dire le monde tel qu'il doit être à T+1. Et donc avoir un pouvoir prescriptif sur le réel. Waze vous dit mieux que vous par où vous devez passer. C'est-à-dire, vous n'étiez pas capable avec vos 5 sens de voir la vérité. Et vous n'étiez pas capable avec vos outils de mesure, etc., de voir la vérité scientifique. Vous n'étiez pas capable avec vos outils statistiques, vous, biostatisticiens, de voir la vérité. Nous, parce qu'on duplique le monde et parce qu'ensuite on le stocke, on le corrèle, on est capable, mieux que vous tous, de dire le vrai. Et donc, votre miroir connecté va vous dire mieux que vous si vous êtes en forme. Votre montre connectée va vous dire mieux que vous si vous êtes en fibrillation, si vous êtes malade ou si vous êtes fatigué et si vous devriez aller consulter. Tous ces objets connectés à l'ensemble des datas et qui en plus passent leur temps à vous monitorer, à vous sonder, sont capables mieux que vous de dire ce que vous êtes. Waouh! Vous avez une désappropriation complète de vous-même et de la réalité. Waouh! Donc là, c'est ça la prétention numérique du monde, c'est dupliquer le monde de manière en nombre, de manière numérique, et qui répond à une seule rationalité, celle de l'intelligibilité numérique. Là-dedans, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de société, il n'y a pas de gens qui se serrent les coudes. Donc si on en revient à la problématique de la souffrance, on est dans le bout du bout évolutif de la remédiation technique à la souffrance. Mais qui ne marche pas. Vous allez continuer de souffrir. Vous avez un iPhone. Vous pensez que vous êtes en lien avec le monde entier, vous avez 850 friends, et pourtant vous êtes seul. Vous êtes confiné, vous avez peur de mourir. Donc finalement, ça n'empêche rien, vous allez quand même mourir, vous allez quand même être malade. Et donc cette remédiation technique-là, c'est une illusion, c'est un pacte avec le diable. Et c'est le pacte avec le diable depuis toujours. Réfléchissez à ce que c'est que ça, quoi, à ce que vous donne Google quand il vous fait signer, il vous donne un objet tout lisse, qui apparemment paraît simple, facile. Et il vous fait croire qu'il vous donne le pouvoir, alors qu'en fait, il est en train de vous voler votre vie. Cette interprétation algorithmique du big data, de la numérisation du monde, en fait, est soumise à des erreurs systémiques très profondes. Elle se gourre de manière massive. Vous avez qu'à voir les prédictions de Ferguson sur la mortalité sur le Covid, quoi. Chaque année, il y a une petite réunion à Chamonix qui s'appelle CHAM. Et il y a le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, le président de la République, des industriels, de grandes entreprises, etc. Et le sous-titre de CHAM, vous pouvez trouver sur Internet, c'est Inventing the Future of the Healthcare System. En anglais, s'il vous plaît, pour le système de santé français, quoi. C'est génial. Et là, entre petit four et champagne, on discute de l'exemple chinois, de l'exemple allemand, de l'exemple autrichien, etc. Et on veut disrupter le système de santé pour aller vers la médecine 3P, personnalisée, de précision et je sais pas quoi, l'intelligence artificielle à tous les étages, etc. Les applications et tout. Et il y a un déversement de pognon majeur qui en fait est fait par les majors de l'information, hein, entre autres, et par les gens qui y trouveront leur compte, pour décider ce que sera le système de santé pour vous. C'est un cauchemar. Ça peut rassurer, à mon avis, la classe bourgeoise des gens très riches des villes, qui se dit qu'elle aura toujours de l'argent pour avoir le bon abonnement, et face à son Watson, et qu'elle aura toujours le réseau qui va bien, pour de toute manière avoir le médecin en qui elle a confiance quand même. Mais par contre, les autres, ça devrait les inquiéter.
Et ils devraient se dire, il ne faut pas qu'on aille vers ça, c'est pas bon. Voilà, ça fait pas peur, c'est juste qu'il y a un moment où on va revenir au réel, en fait. Il va y avoir un fil de rappel qui nous ramène au réel. Donc pour le moment, il y a des gens qui continuent à délirer à Versailles, à Chamonix, dans les ministères. L'université est en plein là-dedans, hein. On est en train de disrupter l'université pour qu'elle devienne finalement une pépinière de start-up financée par l'industrie du numérique et où les gens travaillent bench to bedside, c'est-à-dire en gros dans la recherche translationnelle depuis les bancs de la faculté jusqu'au lit du malade pour faire des applications, des trucs qui accompagnent enfin voilà, des systèmes robotiques, etc. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'à la fin, vous faites que toute une classe de la population devient inutile, malheureuse, en souffrance en fait. Le travail et notre réalisation et l'artisanat fait partie de la réalisation. C'est une vraie réflexion à mener sur le travail et ce qui nous rend heureux. On n'est pas fait pour être juste des super users du monde, en train de rien foutre et de calculer nos vacances, etc. C'est pas ça qui rend heureux. Et si on reste dans cette optique grecque eudémoniste, c'est-à-dire la recherche du bonheur, le chemin du loisir éternel dans un revenu universel, vous n'allez pas être plus heureux. Hein. Donc on revient à la problématique de la souffrance initiale. Vous avez tout un chemin anthropologique qui a conduit en gros à ce que la souffrance reste absolument intacte. Et en plus, elle vous a mis dans une illusion. Cette illusion, c'est celle du confort, de la sécurité, de votre curseur de sécurité qui est à fond, dans une religion en fait dogmatique. Vous allez être contre les gens qui sont pas d'accord avec vous, donc paranoïaque, à essayer de leur expliquer pourquoi est-ce que la science c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez sur les plateaux télé, hein, souvent ils brandissent la science les gens. Bon, moi je brandis pas la science, hein. Pas cette prétention-là. On arrive à la fin à l'hubris. L'hubris en Grèce c'est la démesure. C'est la volonté de puissance de l'humain, d'être Dieu à la place de Dieu, d'être le démiurge à la place du démiurge. Elle arrive à la folie des grandeurs, vraiment. Et il y a toujours dans l'histoire antique la némésis en face de l'hubris. Et la némésis, c'est la colère des dieux, c'est la revanche. C'est le rappel à la réalité de ce qu'est l'humain. Vous n'êtes pas Dieu. Et donc ça, souvent, c'est assez brutal. Donc pour Icare, ça correspond à ses ailes qui font quand il essaye de se rapprocher du soleil. Pour Prométhée, bon c'est un titan, c'est pas un humain, mais et ça se correspond à il essaye de voler le feu pour le donner aux hommes et il va se faire bouffer le foie pendant l'éternité. Pour les humains, le rappel à la réalité là est assez sévère. Ça s'appelle Covid, ça s'appelle crise climatique, crise énergétique, crise sociale, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la némésis. C'est nous sommes allés trop loin dans la folie des grandeurs et si on revenait à ici et maintenant, toi et moi, et dans la réalité quoi, avec la matière. Donc tout le monde numérique, la chimère du monde numérique qui a été bâti, dans lequel certains peuvent se perdre. Hein. Vous avez actuellement des adolescents où leur vie est plus sympa dans le monde numérique. Ils peuvent pourfendre des trolls, chasser des dragons et avoir une hache de combat puissance 15, alors que sinon ils ont une vie de merde. C'est effectivement la drogue moderne pour pas trop souffrir, quoi. Mais en fait, vous souffrez quand même. Mais à un moment, vous avez vous craché dans le réel. À la fin, même si vous faites très bien des ricochets, à la fin, la pierre, elle tombe dans l'eau. Elle retombe dans le réel. Donc vous pouvez pas rester en apesanteur dans le monde numérique, c'est pas vrai en fait.